Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler séisme aujourd'hui avec nos invités, les professeurs Steve Julien Simit et Éric Calais. On va revenir sur ce qui s'est passé le 14 août dernier. Et si possible, on va même tenter de comparer le séisme de 2010 à celui du 14 août dernier. Où est-ce que l'on en est avec les recherches scientifiques, je veux dire. C'est avec plaisir que j'accueille sur le plateau nos invités aujourd'hui. Professeur Calais, c'est un plaisir encore une fois de vous recevoir ce matin. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, toujours un plaisir d'interagir avec Métropole. Je salue aussi les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Professeur Simit, pour votre deuxième participation? Deuxième ou troisième participation. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous compter parmi nos invités. Merci Wendell, je vous salue et je profite aussi pour saluer les téléspectateurs de cette émission qui est très écoutée en Haïti. Alors, le dilemme avec les scientifiques, les sismologues, quand je les accueille, c'est qu'il y a une réponse qu'ils n'ont pas. À savoir, est-ce que l'on peut prévoir un tremblement de terre? Les gens auraient aimé savoir, est-ce qu'ils auront la possibilité de se déplacer, de vider les lieux, de ne pas rester à l'intérieur de leur maison si la terre arrive à trembler? On n'a pas encore dans l'état actuel des choses, on n'a pas encore cette réponse exacte, oui ou non? C'est une question qui tourmente aussi les chercheurs. Il y en a pas mal qui travaillent dessus, surtout ces dernières années. Avec l'intelligence artificielle, il y en a pas mal de chercheurs qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut trouver une réponse satisfaisante à cette question. Mais jusqu'à présent, eh bien, l'état de la science est ce qu'elle est. Eh bien, on peut pas encore prédire quand exactement il va y avoir un tremblement de terre. Mais il y a d'autres choses qu'on sache faire. Et ce sont des choses qui sont très importantes. On n'est pas là seulement pour faire de la prédiction, mais on sait par exemple qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir des dangers qui peuvent accompagner ce phénomène. Professeur Calais? Oui, c'est tout à fait exact. La réponse, en fait, il y a une réponse à cette question. La réponse est non. Non, nous ne savons pas prédire. Et d'ailleurs, on voit bien ce qui se passe, ce qui est fait dans des... Non, alors je veux dire la réponse attendue. Ah, la réponse attendue, attendue. Oui, on peut prédire, mais là, malheureusement, ce n'est pas celle qu'on s'est donnée au jour d'aujourd'hui. Et donc, il faut regarder ce que font les pays qui sont très avancés, technologiquement, économiquement, etc. On peut penser à l'État de Californie, est très exposé au séisme. Californie, Japon, Mexique. Hein. Ce qu'ils mettent en place, l'effort qui est fait, ce n'est pas un effort tellement sur va-t-on prédire, va-t-on pas prédire. Ils font deux types de choses. Ils construisent correctement tous les bâtiments, toutes les infrastructures selon des normes qui ont été calculées par des scientifiques, par des ingénieurs. Et ça, on sait le faire aussi en Haïti. Et puis la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent maintenant à mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'alerte précoce, qui seraient très compliqués à mettre en place actuellement en Haïti. Il faut vraiment des moyens d'observation et un réseau de télécommunications extrêmement robuste. Mais ça peut permettre, dans certains cas, d'avoir une information, l'information qu'une onde sismique va arriver
Mais pour ça, il faut être capable d'avoir détecté le séisme tout de suite. Donc il faut beaucoup d'appareils sur le terrain, il faut une infrastructure de recherche extrêmement complexe qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre en Haïti, dans beaucoup de pays du monde, mais qu'eux mettent en œuvre. Donc voilà, mais on n'est pas sur la prévision, ça, on est sur nouveau. la précoce. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est des choses, ce sont des développements nouveaux qui datent de quelques années. C'est fonctionnel aux États-Unis, c'est fonctionnel au Japon, c'est fonctionnel au Mexique aussi. Donc je dois retenir, il y a des signaux qui peuvent résonner et qui nous permettraient justement de quitter la maison. Et c'est très simple. En fait, le signal en question, c'est le séisme lui-même. Le séisme lui-même, la vibration du sol, elle dure quelques secondes, quelques dizaines de secondes suivant la taille du tremblement de terre. Et quand on détecte cette vibration, par exemple, imaginons qu'on détecte une vibration, on va dire, au Cap Haïtien, eh bien, il va falloir un petit peu de temps, pas beaucoup, on pourrait faire le calcul, mais quelques dizaines de secondes, pour que le mouvement du sol se propage, un peu comme quand on lance un caillou dans l'eau, les vagues se propagent, pour que ces vagues, ces ondes arrivent à Port-au-Prince. Donc on pourrait alerter à Port-au-Prince en disant attention, il y a des ondes qui arrivent. Mais le séisme, il aura déjà eu lieu au Cap. Donc le Cap sera déjà très affecté. Si l'épicentre il est au Cap, on n'a pas le temps d'être prévenu de quoi que ce soit. Par contre, quand on est plus loin du séisme, on a le temps d'être prévenu. Donc c'est pas un système qui va protéger tout le monde et avertir tout le monde de quelque chose qui est imminent, mais qui peut aider à prendre un certain nombre de mesures de précaution quand on est assez loin de l'épicentre pour des séismes importants. Donc c'est pas un système de prédiction. Ce n'est pas de la prédiction. Parce que le séisme a déjà eu lieu, mais on essaie quand même, une fois que le séisme a lieu, de prévenir les gens qui sont un peu loin qu'il y a des ondes sismiques qui vont arriver. Mais ça dépend, comme a bien souligné le professeur Calais, d'une infrastructure très robuste. Donc là, en Haïti, on est en train de discuter de courant électrique 24/24, donc on n'est pas prêt pour pas encore. On n'est pas encore prêt. On est loin d'être prêt. Grâce à vous, scientifiques, on a su en 2010 que la faille qui a rompu n'était pas celle qui était censée rompre. Et on l'a surnommée, je crois, la faille de Léogane, alors qu'on pensait que c'est la faille Enriquillo qui allait être cassée. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez découvert ou encore lors du séisme du 14 août dernier? Qu'est-ce qu'on a découvert, justement? Alors, on a découvert que c'est très probablement cette fois-ci la faille d'Enriquillo qui a rompu. Alors je dis très probablement parce que là on parle aujourd'hui alors que des recherches sont en cours. Au moment où l'on parle, il y a des collègues qui font des calculs pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé. Donc les résultats qu'on a, ils restent quand même, ils restent préliminaires on va dire, mais il est très probable que cette fois-ci ce soit la faille Enriquillo elle-même qui est cassée entre l'asile en gros et puis la zone du pic Macaya. On a mis du temps en 2010 avant de découvrir que c'était une faille inconnue. On a mis du temps? On a mis du temps. Et ça, c'est quelque chose de... Il faut se souvenir qu'en 2010, les premiers instruments de mesure, des sismomètres et autres types de capteurs, sont arrivés sur le terrain 3 semaines après le tremblement de terre. Donc pendant 3 semaines, on était complètement aveugle sur ce qui s'était passé géologiquement parlant. Donc on ne connaissait pas la faille de Léogane, on ne connaissait pas l'extension de la rupture, on ne savait rien. Cette fois-ci, les choses sont très différentes pour 2 raisons essentielles. C'est que d'abord, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un réseau sismologique qui a bien fonctionné grâce à ce qu'on appelle des sismo-citoyens. Donc des volontaires qui sont un peu partout dans le pays et qui hébergent chez eux une petite station sismologique, vraiment minuscule, et qui est connectée à Internet et qui nous fournit des données en temps réel. Donc on a en temps réel la
séquence des répliques, par exemple. Et donc, on sait sur quelle distance ces répliques ont lieu, on sait combien il y en a, etc. Le deuxième élément qui est très différent par rapport à 2010, c'est qu'en 2021, on a en Haïti une capacité locale de recherche sur les tremblements de terre. Docteur Simit, un des exemples des jeunes qui ont été formés après 2010, on va dire grâce au tremblement de terre de 2010. Ouais. Il y en a d'autres. On pourrait citer Sadraque Saint-Fleur, par exemple, parce qu'il était sur le terrain récemment, et beaucoup d'autres. Je ne peux pas tous les citer, mais presque une dizaine qui ont été formés dans le domaine des séismes en général. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 jours après le tremblement de terre, il y avait Steve Simit, Sadraque Saint-Fleur et d'autres qui étaient sur le terrain, dans la zone du séisme, pour faire des mesures. Alors qu'en 2010, il nous a fallu 3 semaines pour y arriver. Et donc on a instantanément beaucoup plus de résultats, et on peut dire aujourd'hui des choses qu'il a fallu attendre 1 mois pour pouvoir dire après 2010. Donc il y a quand même un progrès important qui a été réalisé dans le domaine de la connaissance sismologique du territoire, et puis aussi, et ça il faut vraiment insister là-dessus, sur le développement d'une capacité de recherche au sein de l'université, de la faculté des sciences en l'occurrence, dans le laboratoire URGO que dirige Dominique Boisson. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, c'est en effet, après 2010, la réponse scientifique a été essentiellement une réponse internationale. C'était des chercheurs, Éric Calais. Donc la réponse est locale aujourd'hui. Cette année, en tout cas pour des raisons sanitaires, le Covid-19, sécuritaire aussi, on ne peut pas passer amortissant. En tout cas, on passe difficilement. Eh bien, les chercheurs américains, français, canadiens et autres ne peuvent pas rentrer au pays. Leur gouvernement ne leur autorise pas à le faire. Donc, du coup, c'est, en tout cas, c'est nous, les chercheurs locaux, qui ont fait ce travail qui a été essentiel, parce qu'une fois qu'on a un séisme majeur, eh bien, on s'attend qu'il y ait des répliques, et toutes les questions scientifiques qu'on va pouvoir se poser par rapport à ce séisme-là, eh bien, les informations qui viennent avec ces répliques-là vont être utilisées pour essayer de les répondre. Donc, il fallait aller sur le terrain et densifier les réseaux d'équipements qui existaient. On a fait des mesures GPS pendant plus de 3 semaines. On a mesuré plus de 25 benchmarks, donc des points géodésiques. On a installé plus de 12 capteurs sismologiques professionnels et 2 autres RS qui fait partie du réseau citoyen. Donc tout ça, c'est un travail colossal qui a été fait en majeure partie par des éléments locaux. On avait annoncé qu'on allait procéder à des comparaisons. Le séisme de janvier 2010, le séisme du 14 août dernier, lequel des deux était plus fort, était plus puissant? Alors les calculs... En termes de magnitude. En termes de magnitude, déjà, les calculs finaux, on va dire, pour 2010, on donne une magnitude de 7.0. Donc 2010, c'était 7.0. 2021, c'est 7.2. Donc 2021 est plus fort que 2010. C'est un séisme qui est de magnitude supérieure. La magnitude, c'est une chose, mais ce qui est important, très important, notamment pour les bâtiments, c'est le mouvement du sol, donc l'énergie qui est libérée par le séisme. Un magnitude 7.2, comme le 14 août dernier, est en fait 40% plus énergétique, plus puissant que le séisme de 2010. Donc on a affaire à un tremblement de terre qui est significativement supérieur en force, si on veut dire les choses de manière simple, cette année que ce qu'on a eu en 2010. Les gens qui nous suivent vont peut-être se dire, mais pourquoi en 2010, on a eu plus de 200 000 morts, et là, on a près de 3 000 en 2021. Est-ce que c'est parce que le tremblement de terre est rural, celui du 14 août? Est-ce que c'est parce qu'il est rural? Là, je parle de densité de la population. Oui, la première réponse qui vient, c'est ça. La vulnérabilité, quand on est dans des zones
proche de Port-au-Prince, ce n'est pas la même chose que la vulnérabilité à Baradère, par exemple. Et même là encore, si vous regardez en termes de dégâts, il y a eu plus de dégâts au Caille qu'à Baradère, par exemple. Donc, la vulnérabilité joue beaucoup. La densité de la population. Donc, quand on prend une petite maison à Port-au-Prince, sans doute il y a 7 ou 8 personnes qui vivent à l'intérieur. Donc, si cette petite maison-là s'effondre, c'est 7 ou 8 personnes qui meurent d'un coup. Tandis que si on est à Baradère, eh bien, on va avoir une famille qui est beaucoup plus restreinte, qui vit à l'intérieur de cette même petite maison. Donc, la vulnérabilité n'est pas la même. Mais après, il y a aussi la proximité avec le phénomène. Donc, quand on est beaucoup plus loin, donc les effets diminuent avec la distance aussi. Ceci dit, si c'était pareil qu'en 2010, si la faille qui a rompu, ou encore si le segment qui a rompu était plus proche de Port-au-Prince, on aurait peut-être autant de dégâts qu'avant. Je pense qu'on peut faire cet exercice de pensée qui est de dire, oui, prenons le tremblement de terre du 14 août. Donc c'est un segment de faille de à peu près 50 km de long qui a rompu, et puis plaçons-le ailleurs sur la faille. Une faille, c'est un ensemble de segments, et elle ne casse pas tout d'un coup. Donc cette grande faille d'Enriquillo qu'on connaît maintenant, malheureusement, qui va de Tiburon jusqu'à Malpasse en passant par Port-au-Prince à peu près, elle fait 300 km de long. En 2010, le segment qui a rompu, ce n'était pas exactement la faille d'Enriquillo, mais peu importe, un segment de 30 km. En 2021, c'est un segment de 80 km. Donc 80 plus, donc ça fait 50 km plus 30 km de faille, 80 km de faille qui ont rompu sur un total de 300. Donc il en reste. Donc effectivement, on a le droit de faire cet exercice, de dire, mais et si c'était un segment plus proche de Port-au-Prince, par exemple, le segment de Port-au-Prince, ça pourrait arriver. Ça arrivera certainement à une échéance qu'on est incapable de prédire, bien sûr. Eh bien, ce serait terrible parce que, comme le disait Steve Simit, la vulnérabilité n'a pas beaucoup changé, en vérité, à Port-au-Prince après 2010. La densité de population, a augmenté. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais enfin, c'est une réalité. Et j'apprends rien à personne en disant ça. On circule tous dans Port-au-Prince. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte de la densité de population, de la densité de construction, de la qualité de la construction, même quand on peut voir comment les maisons informelles sont construites. Donc effectivement, si le tremblement de terre des Nippes, on l'appelle comme ça, le tremblement de terre du 14 août, avait eu lieu plus proche de Port-au-Prince, ça aurait été catastrophique. Alors, le tremblement de terre attendu la dernière fois, en fait, il doit y avoir plus d'un siècle. On s'attendait à ce qu'il y ait un tremblement de terre à partir de la faille d'Enriquillo. Donc maintenant, avec le tremblement de terre du 14 août, d'aucuns pourraient même croire qu'il y aurait par exemple de l'énergie déjà dégagée sur l'ensemble d'énergie accumulée. Et que ça pourrait par exemple baisser l'intensité d'un éventuel tremblement de terre. Ce n'est pas le cas. C'est le cas, mais après, il y a d'autres sections qui restent quand même chargées. C'est ce qu'a expliqué Louis Calais lorsqu'il vous dit que la faille, en tout cas le système de faille Enriquillo, a une longueur de 300 km. Okay? Et sur ces 300 km, c'est seulement 80 km qui a rompu. Donc il en reste une bonne quantité. Ouais, je sais pas. Donc nous devons encore être, pas réactifs, parce qu'on peut... Nous devons être toujours sur nos gardes. Oui, sur nos gardes, c'est se préparer, comme aurait dit l'ingénieur Popti. Donc se préparer dans les constructions, les rendre beaucoup plus solides, adaptés. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, après chaque tremblement de terre, on répète la même chose, mais il faut le répéter, et c'est vraiment important, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire, ce qui vient d'arriver dans les Nippes. Et en 2010, on avait dit la même chose, on avait dit ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est plutôt même le début d'une histoire.
si on revient dans l'histoire, on sait, d'après les archives historiques, que le grand sud du pays, de l'île, en fait, a été affecté par une série de tremblements de terre en 1701, 1751 deux fois, puis 1770. Et après, ça s'est à peu près calmé. Donc 4 tremblements de terre importants, dont la magnitude n'est pas connue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau sismologique. Mais d'après les dégâts, on peut estimer que c'était des magnitudes de l'ordre de ce qu'on a vu en 2010, 7, plus ou moins quelque chose. Donc en 70 ans, 4 tremblements de terre. Et puis après, cette faille s'est calmée jusqu'à 2010. Ça se réveille en 2010 par petits morceaux. Et on ne sait pas, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ni quand les autres tronçons peuvent casser, mais il faut bien en être convaincu. Si on n'était pas en 2010 et si on n'était pas toujours après 2010, c'est une réalité. Cette faille, elle est là, on vit dessus et elle est toujours chargée sur certains de Donc ces c'est à sites. tort de croire qu'on devrait attendre 70 ans pour un autre tremblement de terre majeur. C'est à tort. Demain, on peut avoir un séisme majeur, tout comme on peut attendre 100 ans et puis ça n'arrive pas. Oui. On ne sait pas prédire. C'est ça. Alors, les gens de notre génération n'ont rien en tête comme expérience ou bien comme souvenir, je dirais, de tremblement de terre. On a 2010. On a 2010. Moi, je parle de notre génération. 2010, c'est récent. Oui, donc avant 2010. Avant 2010. Effectivement, avant 2010, c'est un effet de malchance en quelque sorte que l'histoire sismologique du pays était telle qu'il avait été quand même remarquablement calme pendant longtemps. Bon, il y avait eu quand même, il faut se souvenir des séismes de 1952 et 1953 à Ansavo, très proche d'ailleurs de l'épicentre du séisme du mois dernier. Est-ce qu'après tout ce temps, on peut parler de réveil? C'est de la sémantique. C'est de la sémantique. De toute façon, on sait qu'il va y avoir, il y a eu des tremblements de terre, il va y en avoir encore. Donc, si on veut, après une période de quiescence assez longue, on veut parler de réveil, on peut parler de réveil, mais le message, c'est qu'il va y avoir toujours des tremblements de terre en Haïti parce que, eh bien, le pays vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est qu'on a attendu plus d'un siècle avant le tremblement de terre de 2010 et 10 ans après, on a un deuxième et qui est beaucoup plus fort que celui de 2010. Donc c'est pourquoi je demande est-ce que c'est une sorte de réveil? On a un le 14 août et qu'à n'importe quel moment on peut avoir un deuxième. Le problème c'est que le phénomène est récurrent. Donc, ça a tendance à se répéter, mais ce n'est pas périodique. C'est pas périodique. On ne peut pas dire qu'à chaque 10 ans, eh bien, on va avoir un séisme majeur, donc, mais on sait que ça va se passer. Donc, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Merci, professeur Calais, merci, professeur Simit. Nous allons observer la pause et on revient tout de suite. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les professeurs Éric Calais et Steve Julien Simit sont avec nous ce matin. Le sujet du jour, le tremblement de terre, l'état des recherches, où est-ce que l'on en est. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Steve Julien Simit et Éric Calais sont les invités de ce matin. Et avec nos invités, on revient sur le tremblement de terre du 14 août dernier, évidemment avec les dégâts. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sera vraiment prêt si d'aventure la terre arrive à trembler? C'est pas évident. C'est pas évident, c'est évident dans aucun pays du monde, mais c'est la responsabilité, je dirais, de chacun à son niveau individuel, des organisations, des gouvernements, etc., de décider comment répondre à cette question.
C'est une décision parce que on connaît le danger. C'est une réalité géologique qui est là, elle est inexorable. Les tremblements de terre en Haïti, et là on est concentré sur le Grand Sud, on va dire, mais on n'a pas encore parlé du Nord, ni du centre du pays qui est aussi, où il y a aussi des problèmes sismiques. Donc ça, on le connaît, c'est inexorable, inéluctable, ce danger, il est là. Et face à ça, c'est une décision à prendre. Est-ce que je me protège ou pas? Est-ce que je construis en suivant alors pour les bâtiments supervisés, des normes de construction? Elles existent en Haïti. Donc la responsabilité doit être personnelle avant même qu'elle soit collective. Elle peut être, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. On aimerait bien qu'elle soit collective. Il faut être réaliste. Ce Code national du bâtiment haïtien, qui a le mérite d'exister depuis 2013, il n'est pas inscrit dans la loi. Donc on n'est pas obligé de l'appliquer. D'appliquer les considérations parasismiques. Par contre, beaucoup d'ingénieurs le font. Quand ils supervisent, quand ils construisent, quand ils font de la conception. Et puis, il y a aussi pour tout ce qui est le bâtiment informel, beaucoup de travail qui a été fait juste après 2010 pour expliquer, pour mettre en place un guide illustré de construction qu'on appelle en maçonnerie chaînée. Donc, c'est les mêmes matériaux qu'utilisent les bosses maçons classiquement. C'est juste la technique de construction qui change un petit peu. Le surcoût, il existe, mais il n'est pas majeur. Et si, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on décide d'appliquer pour la construction informelle, celle maçonnerie chaînée, et la construction supervisée, les préconisations du Code national des bâtiments, eh bien, on s'en sortira beaucoup mieux la prochaine fois. Et on a bien vu d'ailleurs, il y a je crois que c'est dans la région des Cayes, dans la zone affectée par le tremblement de terre en tout cas, il y a une fondation, je ne veux pas la citer, ce n'est pas nécessaire, mais qui a construit depuis 2010 une vingtaine, une dizaine ou une vingtaine, je ne sais plus, d'écoles, suivant des préconisations parasismiques. Elles ont toutes tenu. Et ça, c'est une évidence que l'on connaît. Donc c'est un choix. Soit on le fait comme ça, correctement, soit on continue à faire comme si de rien n'était finalement, et là on va vers la catastrophe malheureusement. Est-ce que les petites maisons construites avec les conteneurs sont fiables? Avant de revenir là-dessus, je voulais quand même réagir sur qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très important. C'est vrai qu'Éric nous dit qu'il faut réfléchir à différents niveaux, mais il faut aussi réfléchir à différentes périodes de temps. Il est impossible de dire que dans 5 ans, 10 ans, on sera prêt à subir un séisme de magnitude 7 encore à n'importe quel endroit dans le pays. C'est impossible parce que le coût que ça demanderait pour non seulement construire correctement les nouveaux bâtiments, mais renforcer les bâtiments existants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des bâtiments qui sont déjà là, tu ne peux pas les détruire. Il y en a d'autres. Oui, mais on peut les détruire justement. Non, on ne peut pas les détruire. Si c'est pour sauver les gens. Ah ben non, on ne peut pas les détruire. Il faudra les renforcer. Il n'y a personne qui va te laisser venir et détruire sa maison et puis lui promettre que tu vas reconstruire dans 2 ans. Non, tu ne peux pas faire ça. De toute façon, il sait que tu n'as pas l'argent pour le faire. Donc maintenant, dans 10 ans, on va se dire que, eh bien, il faut qu'on construise les nouveaux bâtiments de façon correcte, mais avec le temps, on va renforcer les maisons qui existent. Il y a des méthodes pour les renforcer. On peut les renforcer avec une ossature métallique, par exemple. Donc, il faut penser là-dessus. Après, aussi, il faut éduquer la population. Parce que lorsqu'il y a un séisme, même au niveau familial, il y a des comportements qui peuvent sauver les vies. Par exemple, il faut qu'à chaque moment, les enfants, ils savent s'il y a un séisme, où est-ce qu'il faut se réfugier. Il faut laisser la maison. Eh bien, voici un endroit dans la cour qui est à peu près dégagé où va se retrouver tout le monde pendant ce séisme. Donc il faut rentrer dans cette démarche-là pour pouvoir s'en sortir. À quel niveau l'État haïtien est impliqué? Est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce que
on vous assiste dans les travaux de recherche, par exemple? C'est une question qui est assez difficile de répondre. Dans un premier temps, bon, moi je suis assez direct, on a reçu quelques financements de la part du rectorat, tout à fait maigre, mais c'était appréciable parce que dans un premier temps, on a initié ça à l'Université d'État d'Haïti, c'était très bien. Mais après, en gros, est-ce on fonctionne sur des financements étrangers? Ce sont des projets qu'écrivent les chercheurs. Par exemple, le professeur Calais, il a plusieurs projets. On est financé aussi par l'IRD. Donc là, on vient, en tout cas, récemment, on est passé à un LLMI. Donc on a un laboratoire de recherche régional. Donc on a des sources de financement qui viennent de l'étranger pour la plupart du temps. Mais l'État haïtien, est-ce que l'État haïtien finance la recherche? Je ne pense pas que l'État haïtien finance même l'université, c'est-à-dire le fait d'enseigner chaque jour, ça mérite du financement, mais on n'en est pas là. Donc. Et ça, c'est effectivement, c'est difficile d'avancer dans un pays, même un pays qui a les difficultés qu'a Haïti, s'il n'y a pas, dans différents domaines, en sismologie, mais dans d'autres aussi, une forte base académique, donc des chercheurs, des gens qui sont reconnus comme chercheurs, qui sont capables de manière autonome de mener des recherches dans différents domaines, en sismologie, d'aller sur le terrain, par exemple, pour mettre des capteurs, d'analyser les données, de faire des diagnostics. Et finalement, pour le bénéfice de quoi? Pour le bénéfice de la connaissance. Cette connaissance, elle n'est pas toujours applicable directement. Pour ce qui est des séismes, elle est souvent assez directement applicable, puisque grâce à cette connaissance du sol et des failles, on est capable de faire un code de construction, par exemple. Il faut beaucoup d'étapes pour arriver à ça. Mais enfin, les scientifiques font partie, les chercheurs font partie de ça, de cette chaîne. Donc la fabrication de la connaissance, c'est indispensable, et c'est indispensable qu'elle soit faite localement, cette fabrication de connaissances. Ça s'appelle de la recherche, et la recherche, elle se fait dans les universités. Et les gouvernements dans tous les pays du monde, et en Haïti ça devrait être le cas aussi, devraient comprendre l'importance fondamentale d'avoir un secteur de recherche en sismologie. On peut dire la même chose en agronomie, on pourrait dire la même chose en écologie, on pourrait, etc., dans le domaine médical, etc., un secteur qui soit à la hauteur. Et je vois effectivement assez peu d'efforts pour le moment. J'entends beaucoup de paroles, mais je vois assez peu d'efforts qui vont dans cette direction-là. Alors, nous, on avance... Donc la recherche ne fait pas partie des préoccupations de l'État? J'ai pas l'impression que ce soit sur le radar. J'ai pas l'impression que ce soit sur le radar, et il faut absolument corriger ça. Je sais que les universités haïtiennes essayent de le faire, c'est pas facile à leur niveau, vu le niveau de soutien qu'elles ont. Nous, on essaye, venant de l'extérieur, de compléter ou de donner une certaine autonomie de recherche à des structures. Par exemple, Steve parlait de ce laboratoire mixte international qu'on vient de construire, qui s'appelle CARIBACT, qui est financé par l'Institut de recherche pour le développement, qui est construit donc autour du laboratoire URGO de la Faculté des sciences et d'un autre laboratoire de recherche à l'Université Quisqueya, une équipe de recherche sur le changement climatique. Donc on vient de l'extérieur en soutien pour structurer, pour financer aussi. Et après vous repartez. Alors, dans le cadre de CARIBACT, souvent malheureusement c'est le cas parce que c'est pas le métier des étrangers de venir voilà. Et je dirais même que si on a bien fait notre travail, on devrait pouvoir partir et puis laisser quelque chose derrière. Dans le cas de CARIBACT, c'est un peu, j'insiste sur ce laboratoire mixte international financé par l'IRD, parce que c'est quelque chose de structurant et qui va durer 5 ans et on espère qu'il sera renouvelé pour une durée de 10 ans. Donc si on arrive sur 10 ans à accompagner
les 2 équipes de recherche dont je parlais pour grandir, former de nouveaux docteurs comme Steve Simit et d'autres, acquérir de nouveaux instruments, acquérir un savoir-faire et puis acquérir une reconnaissance internationale, au moins régionale, eh bien on aura fait un pas. Mais après, il faut il faut prendre le relais localement sur ces questions-là et ignorer la recherche parce qu'on a d'autres préoccupations, c'est un petit peu la politique de l'autruche, je dirais. Je voudrais ajouter quand même, tout au début de l'émission, la première question qui vous est venue en tête, c'est est-ce qu'on peut prédire les séismes? Oui. Eh bien, la réponse c'est non, mais peut-être que dans 10, 20 ans, on va pouvoir le faire. Et si on va pouvoir le faire, eh bien, il va falloir s'appuyer sur des données. Donc, c'est le temps, là maintenant, d'acquérir ces données. Donc, peut-être que si on ne s'y met pas, eh bien, peut-être que dans 20 ans, on va se retrouver dans la situation où on peut prédire ailleurs, mais en Haïti, il y a des trous dans les données, il n'y a pas assez de données, eh bien, on ne peut pas le faire pour Haïti. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut un soutien local. Par exemple, j'ai parlé qu'on a été sur le terrain pour installer plus de 12 capteurs sismologiques. Mais chaque capteur coûte $20 000 américains. Ce ne sont pas à nous, ces capteurs. C'est des universités étrangères qui nous ont prêté, en tout cas pour un certain moment, à un certain moment, ces appareils. Donc, si nous pouvons acquérir les nôtres pour faire ce travail, ce serait très bien aussi. Oui. Aller sur le terrain aussi, ça demande de l'argent. Il faut louer une voiture, il faut de l'essence, il faut déplacer les gens. Donc, tout ça a des coûts. Donc, il faut que la société haïtienne... Et on n'a pas de soutien. Justement. On n'a pas de soutien. Maintenant, professeur Calais, on était ici à faire la promotion des petits sismomètres citoyens. Oui. C'est comme ça qu'on les appelle? Oui, on peut les appeler comme ça. Alors leur nom technique, c'est Raspberry Shake, mais peu importe. On va les appeler des sismomètres citoyens parce que c'est vraiment le terme qui convient. Ce sont des, vous vous souvenez, c'est des petits boîtiers qui font en gros 10 cm, enfin un petit cube de 10 cm de côté, on va dire. C'est tout petit. C'est tout à fait autonome. Il suffit de le connecter. Il faut le connecter au courant, l'électricité et à Internet. Et on a une quinzaine de citoyens volontaires c'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a des Haïtiens qui ont fait montre d'intérêt pour l'acquisition de ces boîtiers? Est-ce qu'il y en a beaucoup? D'ailleurs, c'était utile après le tremblement de terre du 14 août? Voilà. Alors, après le tremblement de terre du 14 août, les premières informations très concrètes que l'on a eues, et depuis d'ailleurs, toute cette séquence de répliques qui a été très ressentie, qui continue d'ailleurs, on la suit en temps réel grâce essentiellement à ces petits capteurs sismologiques citoyens. Donc ce sont surtout ceux qui se trouvent dans la région de l'épicentre, Jérémy, Saint-Louis-du-Sud, Aquin, Ansavo, enfin il y en a un certain nombre, Jacmel, il y en a à Port-au-Prince, il y en a dans le reste du pays. Mais vous avez dit 15 citoyens, c'est 15 appareils seulement, non? Alors c'est 15 appareils seulement pour le moment. Alors on espère que ce séisme va générer de l'intérêt. Ils sont disponibles aujourd'hui en Haïti? On en a quelques-uns, et on vient de décrocher, juste avant le tremblement de terre, il se trouve que c'est un peu un hasard, là, on a décroché un projet qui va nous permettre d'en acheter une 50aine de plus. Et projet qui va bientôt commencer, donc on va être en capacité, et donc on peut lancer un appel, nous cherchons dès à présent des hébergeurs potentiels, donc des gens qui sont un peu partout dans le pays. Ce serait bien s'ils étaient un petit peu partout, dans toutes les provinces, départements, etc., pour avoir chez eux ce petit appareil. Pourquoi ne pas envisager une couverture nationale? C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Et il vous faut quoi pour l'héberger? De l'électricité, de l'Internet? Électricité, Internet, et puis un petit coin dans une pièce au rez-de-chaussée où on oublie l'appareil. Bon, quand même. Voilà. Et ça coûte cher, non? Ça coûte à peu près... ce qu'on utilise coûte à peu près $800. $800. Donc, mais vous n'allez pas acheter l'appareil. Nous allons fournir l'appareil.
bon, si vous voulez l'acheter, on ne va pas vous empêcher non plus. Mais normalement, on vous fournit l'appareil et vous fournissez l'électricité qui l'appareil ne consomme pas beaucoup. C'est comme un portable en termes de consommation d'énergie. Et en cas d'interruption du courant? Il se remet en marche. Oui, ça se remet en marche. Voilà. Donc c'est fait pour être assez autonome. Et c'est vous qui gérez tout ça? Est-ce que vous vous organisez en tant que sismologue haïtien? Est-ce que vous organisez? Est-ce que en fait, quelqu'un qui est intéressé, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit déjà nous contacter, on va discuter pour voir est-ce qu'il a il a de l'énergie et une connexion Internet intéressante. Est-ce que sa maison se trouve dans une zone qui est préférentielle aussi? Parce que si on en a déjà 2 dans une ville, on ne va pas en mettre une 3e parce qu'on n'en a pas assez. Il nous faut une couverture nationale, comme vous venez de le dire, assez intéressante. Donc, on va discuter avec lui. Et bien, si on est d'accord, eh bien, on ira chez lui pour l'installer. Et lui, il aura à faire très peu de choses, sinon que d'aller sur les différents sites et de regarder les petits événements qui enregistrent son petit appareil. Vous vous organisez en association ou non? Je fais partie de l'unité de recherche en géosciences à la faculté des sciences. Je suis aussi professeur à la faculté des sciences. Donc, ouais, c'est ça, en termes d'association. C'est pas une association quand même. C'est un projet qui est géré dans le cadre d'un laboratoire de recherche. Il y en a quand même quelques-uns en Haïti, il faut les soutenir, d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'URGO, en collaboration avec le Bureau des mines et de l'énergie, bien sûr, qui, lui, gère le réseau sismologue, je dirais, le réseau de sismomètres, on va dire, professionnel. Mais qui sont en moins grand nombre, ces sismomètres, parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc il faut ces petites stations. Alors déjà, je dirais une chose, je ne sais pas si certains de nos 15 hébergeurs nous écoutent, mais il faut vraiment les remercier pour leur contribution. Une contribution sans laquelle on serait encore aveugle sur ces répliques. Ils ont vraiment montré une volonté, et c'est intéressant quand on discute avec eux. Beaucoup d'entre eux sont vraiment conscients d'être utiles. Et on le sait parce qu'on les avait interviewés pendant 1 heure chacun, à peu près, bien avant le tremblement de terre. Et on avait fait cette enquête et on avait vu que, oui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose, envie de faire quelque chose pour leur pays, envie de... voilà, si on peut trouver... On a Internet à la maison, est-ce qu'on peut vous aider à obtenir des données de quelque ordre qu'elles soient? Et donc, je veux dire, ça fait chaud au cœur de voir cette communauté de sismo-citoyens, on va dire, s'animer et puis fonctionner très bien, notamment après le tremblement de terre. Il y avait quelques-unes des stations, notamment une des stations, on ne va pas citer laquelle, mais qui ne fonctionnait pas lors du tremblement de terre. L'hébergeur est instantanément allé chez son Digicel ou Natcom, je ne sais pas qui, pour renouveler son contrat Internet qui venait juste d'expirer. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on essaye de favoriser nous-mêmes, qui est cet élan, cette contribution qui vient des citoyens, en tout cas de certains citoyens. C'est ce qu'on appelle de la science participative, de la science citoyenne. Ils ont leur place dans cet effort et ils la tiennent de toute manière remarquable. Et ce que nous devons retenir aussi, c'est que ce petit appareil ne va pas vous dire qu'il va y avoir un tremblement de terre. Non. Ça, c'est pour le monitoring, tout simplement. C'est pour le monitoring. Il ne va pas prédire, il ne va pas alerter, il ne va pas causer de tremblement de terre, certaines personnes le pensent aussi. C'est juste du monitoring, c'est juste du suivi, mais enfin juste, sauf que grâce à ça, eh bien, on est capable d'avoir en temps réel toute la sismicité du territoire. L'ensemble des données collectées est disponible sur un site internet on pourra vous donner l'adresse. Haïti.cis. Ça s'appelle Haïti Séisme, donc allez sur Google, Haïti, A-Y-I-T-I, séisme. Vous faites sur Google une petite recherche, vous allez tomber sur ce site où vous pouvez voir la sismicité en temps réel. Alors ces jours-ci, vous allez surtout voir les répliques. Donc vous allez voir
sur une carte, vous allez voir beaucoup de points autour de la zone du séisme. Donc tout ça est disponible. Donc je profite pour lancer un appel à ceux qui nous écoutent et qui voudraient aider dans ce sens. Donc je leur laisse mon numéro de téléphone, c'est le 33 14 89 46. Donc s'ils sont intéressés, ils peuvent nous contacter, surtout les gens à Lagonave. On a besoin d'un site à Lagonave de façon très urgente. OK. Il y a un auditeur qui voudrait vous poser cette question qui le hante depuis 2010. Est-ce que tout ce remue-ménage géologique ne risque pas de réveiller les deux seuls volcans endormis que nous avons? Deux ou pire, en créer de nouveaux, mais en activité. La réponse, c'est que c'est extrêmement peu probable parce que ces volcans éteints, pour qu'ils se remettent en activité, il faudrait qu'il y ait du magma qui soit disponible dessous en profondeur. Or, on n'a aucune indication que ce magma soit là. Donc, ils sont éteints, je dirais, pour de bon. Dans d'autres régions du monde, où on a à la fois des volcans actifs et des failles sismiques, il y a une relation entre les deux. Mais ici, ces volcans sont, je dirais, ils sont bel et bien éteints. Donc, sans trop me risquer, je peux dire qu'il n'y a aucune chance que ça se passe. Et d'autres ne risquent pas de se réveiller, De se créer, c'est très peu probable, parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait un volcan, il faut qu'il y ait du magma. Et ce magma, il faut qu'il soit créé il faut qu'il y ait une chaleur, une anomalie de température un peu spéciale qu'on aurait détectée, et on n'est pas, ça n'existe pas sur l'île d'Hispaniola en général, la République dominicaine comme Haïti. On peut le dire, à l'abri des volcans. Alors pour terminer, messieurs, vous avez vu les images d'après 14 août, les images de flammes qui s'apparentent à quelque chose. Les gens disent que ça pourrait être un volcan. Et puis il y a aussi, on parle d'une découverte faite dans les Nippes et qui s'apparenterait justement à du pétrole. Vous n'avez pas vu ça? Non, moi je regarde pas, en tout cas pas assez souvent les vidéos qui circulent sur WhatsApp. On n'a pas de temps pour ça. J'étais pas mal occupé après le séisme depuis le 14, le jour du séisme même. J'ai été au bureau pour préparer ces missions scientifiques, donc j'ai pas eu le temps de regarder ça. Mais quand j'ai été aussi là-bas, donc j'ai pas remarqué ces genres d'anomalies. Mais après, les gens racontent pas mal de choses. Donc, finalement, professeur Calais, on se calme. On se calme en Haïti? Pour en Haïti se calmer, il faut continuer à... La Terre par rapport à une possibilité de volcan, on se calme. Par rapport au volcan, on se calme. Par rapport au tremblement de terre, on se prépare. On se prépare, et il faut vraiment insister là-dessus. Je pense qu'on n'est peut-être trop gentil, Steve Simit et moi-même, mais cette possibilité qu'un autre segment, dans un jour, 10 ans, 50 ans, de failles rompent très proche de Port-au-Prince, quasiment sous nos pieds, elle existe. Et si on ne peut pas peut-être reconstruire Port-au-Prince en quelques années, on peut au moins, comme disait Steve, travailler sur quelques éléments qui sont clés. Par exemple, on a vu dans le séisme des Nippes les gros dégâts que ce séisme a fait sur les structures sanitaires, les hôpitaux, les cliniques. Si vous avez un tremblement de terre et que vous n'avez pas de système sanitaire qui tient, les hôpitaux sont effondrés, c'est pas possible. Donc on peut pas tout faire peut-être, mais si on ne fait pas un travail important dans toutes les grandes villes du pays sur les structures qui sont des structures d'urgence, hôpitaux, cliniques, centres d'urgence divers, prisons, et puis sur les écoles, si on ne fait pas ça, eh bien, je ne sais pas qui est on exactement,
peut imaginer, c'est une faute professionnelle de ne pas prendre ça au sérieux. Parce que si on a déjà oublié 2010, eh bien là, on a un petit rappel, tristement petit, parce qu'il a fait quand même des dégâts et des morts. Et écoutez ce que disent les géologues, les scientifiques, les sismologues, quand ils vous disent que voilà, on a 300 km de failles sous nos pieds et seulement 80 km ont rompu. Après, il faut souligner aussi le fait que le séisme a eu lieu à 8 h du matin et puis dans une période où il n'y avait pas d'école qui fonctionnait. Oui. Donc ça a joué aussi sur le nombre de dégâts. Mais imaginons qu'il y avait l'école qui fonctionnait. Eh bien, moi, dans les zones que j'ai visitées lors de mes missions, eh bien, les écoles étaient quasiment toutes détruites. Donc, le bilan serait beaucoup plus sérieux si les écoles fonctionnaient. Donc, du coup, il y a du travail à faire. Je ne vais pas me dire que dans 10 ans, on ne va pas pouvoir être prêt, mais il y a quand même des choses, des résultats qu'il faut fournir à la population haïtienne. Alors, n'en déplaise au professeur Calais, ou pas quoi que nous avons supposé sonner l'ambi dans la tête Mounio pour construire l'autre gens. Parce que Mounio a commencé à construire, même gens après le 12 janvier 2010. Et c'est peut-être là où on se parlait de cité gain l'école. Mais ça était plus grave tout si c'était dans la nuit que c'était passé. C'est tout le monde a dormi. Question CAE, la construction CAE, il a doué une priorité pour les gens qui construire. Pour les gens qui construire, mais pour les dirigeants et tout. Parce que les gens qui construire, il y a même des dirigeants qui sont plus rapides qui viennent dans la tête. Il faut que couvrir la tête. Après réplique qui fin passer là, vous avez besoin pour mettre 3 sous tête pour couvrir parce qu'il y a un cyclone, il y a la pluie. Okay? Donc, on ne peut pas arrêter faire tout le temps ça dehors. Donc, du coup, il y a besoin de construire correctement son bagage qui a demandé que on dépense plus qu'il fait. Donc, maintenant, tout naturellement, on n'a pas envie de faire. OK? Il n'y a pas de moyen pour le faire. Mais si gagnons l'État sérieux qui vient avec des mesures d'accompagnement, par exemple, nous avons besoin que nous aller vers l'énergie solaire, eh bien, tu as des décisions que tu prends, par exemple, pour panneaux solaires, tu descends. Donc, il y a des mesures d'accompagnement comme ça pour nous réfléchir. Ce n'est pas une solution toute faite. Pas une solution toute faite, mais faut pas une solution toute sans réflexion. Justement, il faut que nous sérieux, déjà. Il faut que nous sérieux et nous disons n'a pas attaqué le problème là sérieusement. Et une fois que nous faisons ça, eh bien, par exemple, on a commencé à dire, dans 10 ans, on va renforcer tous les hôpitaux et toutes les écoles dans nos villes principales, par exemple. On peut dire ça. On peut se donner une telle échéance. Donc, et de temps en temps, on progresse jusqu'à ce que, eh bien, on arrive dans 30, 40 ans à un pays où... Plus ou moins sécure. Justement. Merci. Vous avez tout compris, professeur Calais. Oui, absolument. Voilà. Vous avez dit son créole est parfait. donc vous avez tout compris. Oui. Merci messieurs, j'étais content de vous avoir avec nous ce matin. J'espère au moins qu'on a été utile au public de Métropole qui voulait justement avoir des informations sur la sismicité d'Haïti, sur le tremblement de terre, le dernier évidemment. En fait, pas le dernier, il y en a eu pas mal, les répliques. Ce sont aussi des tremblements de terre. Exactement. Yeah. Merci messieurs et bonne chance. Et vous rappelez les numéros par lesquels on peut vous joindre pour les petits sismomètres. Ceux qui sont intéressés à héberger nos petits sismomètres, eh bien, vous pouvez me contacter au 33 14 89 46. Docteur Calais, merci. Docteur Simit, Julien, ou encore Steve Julien Simit. Merci. Merci, professeur Calais. Passez une bonne journée avec nous. Merci beaucoup, un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nos invités, les scientifiques, les sismologues, Éric Calais et Steve Julien Simit. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.